C'était pendant l'époque, au XVIe siècle, pendant l'époque de fameux Suleiman le Magnifique. Suleiman le Magnifique, le grand sultan, a réussi avec son armée de pénétrer jusque le cœur de l'Europe et il a été arrêté aux portes de Vienne, là où il est décédé. Il a été décédé, où il a été empoisonné de crise cardiaque, personne ne le sait. Et de cette époque-là a commencé le déclin de l'Empire ottoman. Le déclin de l'Empire ottoman a continué pendant pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, ou la fin de la Première Guerre mondiale, 1908, quand le sultan a été renvoyé et a commencé la période des jeunes Turcs, le fameux Mustafa Kemal Atatürk, qui a créé la Turquie contemporaine. La Turquie moderne, on ne sait pas, peut-être que la Turquie moderne, on va la perdre très prochainement, mais bon. C'est une opinion de chacun, le mien c'est comme ça. C'est toujours comme ça, parce que dans l'Empire russe, quand les paysans ont pris le pouvoir, la semaine prochaine, on va fêter le 100e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Lénine en Union soviétique, qui a bouleversé quand même toute l'Europe et tout le monde pendant plein d'années. Voilà, 7 novembre 1917, comme on l'appelle à l'époque, la grande révolution d'octobre. Mais on revient en Bulgarie. Toujours les petits pays, vous le savez de tous de vos pays, surtout des pays d'Afrique, étaient sous l'influence des grands pays, où les grands pays essayent de s'emparer, avoir leur influence stratégique, tout ça. La Russie était déjà un grand empire, mais ce qui était toujours le rêve de la Russie impériale, c'est d'avoir des accès à des mers chaudes. Parce que la Russie possédait des accès sur la mer Noire, sur la mer Baltique, mer du Nord, ou mer Caspienne, ou proche du Japon, mais ils n'avaient pas accès à des mers chaudes. Des mers chaudes, c'est la Méditerranée, bien sûr, pour eux. Voilà pourquoi, au moment du déclin de l'Empire ottoman, il y avait plein de guerres qui se sont livrées, les deux grands empires, encore Élisabeth II, la grande impératrice de Russie, en continuant par son fils, son petit-fils, qui ont continué les batailles pour élargir le territoire de la Russie en Caucasie et sur les Balkans. Au milieu du 19e siècle, les grandes puissances européennes qui se sont emparées et ont morcelé tous vos pays de l'Afrique jusqu'à les Amériques, essayaient bien sûr de morceler l'Empire ottoman qui était en train de mourir et a demandé des réformes de la part des dirigeants ottomans. C'était les grandes réformes qu'on appelle les grandes législations, où pour la première fois ils ont redonné les droits à des peuples non musulmans d'avoir les pleins droits comme la population musulmane. Et ça a donné un coup de pouce à tous les mouvements de libération des peuples sur des Balkans. Roumains, Grecs, Serbes, Bulgares, Croates, Albanais, y compris les Géorgiens et les Arméniens de l'autre côté, ont eu une essor économique et démographique qui leur a permis, avec de l'aide de la Russie, avec des différentes guerres, d'avoir la restitution de leur pays historique. La dernière, vous avez sûrement parlé de la fameuse guerre de Crimée, même si la Russie a été battue à cette époque-là par les autres grands pays, par la Grande-Bretagne, quand même, elle a réussi d'obtenir justement des droits à être le protecteur des chrétiens sur toute la péninsule, sur tout l'Empire ottoman. Ça veut dire tous les peuples chrétiens oppressés par les Turcs ont regardé à la Russie comme la mère qui va les sauver. Pour la Bulgarie, elle a retrouvé son troisième résurrection, on va dire, en 1878, à la fin de la guerre russo-turque. À la fin de la guerre russo-turque, la Bulgarie a retrouvé son indépendance. En premier, sous un système de tutelle ottomane. Elle a été divisée en deux parties, la principauté indépendante et une Bulgarie du Sud sous tutelle ottomane, mais sous un système démocratique. Et la Bulgarie a réussi de réunifier les deux parties de la Bulgarie le 6 septembre 1885 et elle a réussi de proclamer son pleine indépendance. On vous a écrit ça dans les messages le 22 septembre, c'était jour férié, à cause de ça on ne pouvait pas faire des accueils des étudiants.
la Bulgarie a déclaré sa pleine indépendance et s'est transformée de principauté en un royaume indépendant avec un roi au pouvoir. En 1908, elle a été libérée en 1878, elle a retrouvé sa pleine indépendance de l'Empire ottoman en 1908. Et bien sûr, à un royaume, il faut choisir un roi, il faut créer son palais. À cause de ça, notre premier prince, jeune prince, normalement, c'était les Russes qui ont gagné la guerre, et il a été nommé un cousin de l'impératrice russe, un cousin, un jeune autrichien, très très jeune. Il est arrivé, si je ne me trompe pas, à 24-25 ans, il est devenu prince de Bulgarie. Les Russes l'ont nommé et les Russes l'ont déchu, bien sûr, parce qu'ils ne suivaient pas trop leurs ordres. Mais c'était un prince bien aimé par tous les Bulgares à l'époque, parce que jeune pays, jeune prince, il a réussi de gagner, au moment de la réunification du pays, il a réussi de gagner une guerre contre les Serbes, qui voulaient que la Bulgarie leur cède des territoires. Les jeunes Bulgares, la jeune armée bulgare a réussi de combattre les Serbes et conserver son indépendance. Le jeune prince Alexandre von Battenberg a été déchu une année après, en 1886, par les Russes, et il a été... les Bulgares se sont allés chercher un nouveau prince. Ce nouveau prince, ils l'ont trouvé en Autriche. Il a été promu par la fille de fameux roi français, Louis-Philippe, qui a envoyé, il est déjà mort, mais sa fille Clémentine d'Orléans a réussi on va dire, de promouvoir ses enfants. Les familles princières en Europe à cette époque-là, le seul but c'était de bien marier ses enfants. Ou de retrouver une belle fille prince ou princesse, ou de pouvoir placer son fils dans une famille pour pouvoir un jour devenir roi ou prince. Bon, elle a réussi de bien placer son fils, elle a réussi de placer Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, qui vient de Saxe-Cobourg-Gotha, la plus grande famille royale européenne, de le nommer prince de Bulgarie. Normalement, quand il est venu en Bulgarie, un pays de l'Orient, il a essayé de tout changer, de tout franciser, ramener ici l'Autriche, de ramener la beauté de Versailles. Et voilà pourquoi il a élargi, il a remis tous ces gerbes sur ce bâtiment-là. Il a construit cette partie de gauche que vous voyez, cette aile spécialement à lui, avec des grands salons de danse, de tout ça. Il a fait des jardins privés qu'on va voir derrière. Il a replanté des arbres pour faire un peu la beauté de Versailles. Même si les communistes ont détruit une partie des symboles, en haut à gauche sur le toit, vous pouvez voir quand même des éléments, y compris là au milieu où c'était les armoiries. On va les voir de l'autre côté. C'est des armoiries qui ont copié les armoiries de la famille de Saxe-Cobourg-Gotha. On va continuer à droite. Nous avons traversé le passage piéton et on va s'arrêter dans le jardin pour que je vous montre justement les jardins privés du roi. Avant de quitter ces espaces-là, je vais vous raconter un peu sur l'histoire, qu'est-ce qui c'était ici, pour passer vite, parce que après les arrivées des communistes au pouvoir en 1944, en 1948, le premier président communiste, Georgi Dimitrov, est décédé. Et en 3 jours, ils ont construit ici un mausolée où se retrouvait sa momie. Bien sûr, en copie de tout ce qui se fait à Moscou, à Ho Chi Minh, ou chez Kim Il-sen en Corée du Nord, ou chez Mao. Ils voulaient conserver la momie du premier président communiste. La momie était là jusqu'en 1990. Le premier gouvernement démocratique a décidé de sortir la momie du mausolée et de la ramener là où c'est sa place, à côté de sa maman dans le cimetière central de Sofia. En une nuit, tout est disparu et renvoyé à cet espace-là. Après, en 1998, ils ont décidé à démolir le mausolée qui était un symbole de l'époque communiste. Et maintenant, personne ne peut pas trouver la décision, qu'est-ce qu'on va mettre ici, à cette place-là, vraiment le cœur de la ville de Sofia. Il y a plein de projets, mais rien n'est décidé parce que c'est un lieu de convoitise entre les supporters, on va dire, de l'ancien régime, on va dire les démocrates. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire ici et comment on va faire cet espace quand même. On ne peut pas être au plein cœur de la ville avec du béton. D'ailleurs, en bas, il y a des passages souterrains, de tout ça, tout ce qui était relié. Il y a un tunnel jusque là, parce qu'ici se passaient les grandes manifestations
communistes. On marchait par là avec le drapeau, les trucs militaires, on passait par là. Quand j'étais écolier, je l'ai fait des dizaines de fois. La tribune, c'est comme en Russie. Allons-y, par là, on traverse.